Chers amis, nous revoilà pour une vidéo de Cross Connect, votre chaîne, d'autres chaînes que l'on utilise pour passer l'information, les différentes informations, comment elles sont adressées entre la communauté francophone qui se trouve naturellement au Québec, au Canada, en France, en Suisse, en Belgique et dans nos chers pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également passer l'information vers la communauté anglophone qui se trouve donc naturellement au Canada où je me trouve également, où on parle les deux langues, les États-Unis, l'Angleterre et le reste de l'Afrique naturellement. Vous avez pu voir que j'ai relâché deux vidéos, une vidéo sur les racines du racisme et une autre sur les 5 preuves de l'existence ou de la création de Dieu. Maintenant, je reviens sur un sujet dont j'avais parlé, qui était les différences. Regardez la Révolution américaine et la Révolution française, les différences et les similitudes. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est regarder les deux événements qui sont extrêmement importants et vous donner une analyse de fond. Bon, laissez-moi partager mon écran assez rapidement pour que je puisse vous donner l'état de ce dont nous parlerons. Donc on va parler premièrement de l'étincelle, les causes et les conditions qui ont accéléré les flammes révolutionnaires. Deuxièmement, on va aborder l'inflammation, une plongée dans les événements clés et les leaders qui ont défini chaque révolution, les conséquences, comprendre les conséquences immédiates ou à plus long terme des deux révolutions, l'impact global, une analyse de comment ces révolutions ont influencé l'état du monde, et les échos modernes, c'est l'héritage durable de ces révolutions sur la société moderne d'aujourd'hui. Ok, naturellement, je terminerai par une conclusion. Vous avez l'habitude maintenant, si vous avez la moindre question, vous avez la moindre, je veux dire, vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas, ça me fera absolument plaisir de répondre, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, hein, il n'y a absolument aucun problème. Donc, on va commencer avec cette introduction. Donc, il faut comprendre que les révolutions américaines et françaises, bien qu'éloignées par un océan, le PAN, l'océan Atlantique, comme la communauté francophone et anglophone, et sont séparées de presque une décennie. Donc, il faut comprendre que la révolution américaine, c'est un ensemble d'événements qui se sont déroulés de 1765 à 1783, alors que la révolution française commence en 1789. Donc, il y a environ 10 ans qui se séparent entre les deux révolutions, même si on peut comprendre que le début d'une révolution, c'est un long process et naturellement, c'est un process qui dure relativement longtemps, à la fois aux États-Unis et à la fois en France. OK? Donc, ce sont deux événements qui ont bouleversé, qui ont déclenché des bouleversements sociaux, politiques et économiques, qui ont des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Ces révolutions avaient des objectifs similaires de liberté et d'égalité, mais aussi influencés par des contextes mais étaient aussi influencés par des contextes différents, tant historiquement que culturellement et sociologiquement, également. Donc 2 événements extrêmement importants dans l'histoire de l'humanité, notamment de la société occidentale. La révolution américaine s'est déroulée, comme je le disais, de 1765 à 1783, avec une phase militaire de 1775 à 1783. La révolution française a par contre commencé le 5 mai 1789 avec les États généraux et s'est terminée en 1799 avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte et la période du Consulat. Je ne prends pas, pour moi, le début de la Révolution française n'est absolument pas le point de départ de la prise de la Bastille. Absolument pas. Pour moi, c'est une conséquence, c'est un événement important, mais ce n'est pas l'événement qui est déclencheur. Pour moi, l'élément déclencheur, ce sont les États généraux, mais on en reparlera. Pour bien comprendre les subtilités de ces deux événements importants, nous allons faire une analyse comparative en examinant les 5 domaines. L'étincelle, comme je le disais, qui sont une étude des raisons et des conditions qui ont amené aux révolutions de ces deux pays en incluant les aspects sociaux, économiques et politiques. Une analyse, on va avoir une analyse plus profonde des événements clés, des moments décisifs et du leadership qui ont marqué chaque révolution en comparant les stratégies et tactiques utilisées. On va avoir aussi une étude des conséquences immédiates à long terme des deux révolutions. L'impact mondial, comme je le disais auparavant, et une réflexion aussi sur l'héritage durable de ces révolutions dans notre société actuelle, beaucoup plus moderne. Ok. En étudiant ces 5 aspects, nous chercherons à mettre en lumière les similitudes et les différences entre la révolution américaine et française afin de mieux comprendre ces événements transformateurs. Donc voilà
ce que je pouvais vous dire pour l'introduction. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour l'étincelle, la partie numéro 1. Bon, nous revoilà, chers amis, pour la partie 1. Donc, nous allons parler de l'étincelle. Donc, l'étincelle. Donc, nous allons regarder les causes et conditions qui ont accéléré les flammes révolutionnaires, que ce soit du côté de la Révolution américaine, que ce soit du côté de la Révolution française. Donc, c'est une bonne entrée en matière qui va être relativement intéressante. OK? Donc, il va y avoir plusieurs sections, vous allez voir, ça va être, on va commencer, on va revenir un petit peu en arrière sur les différents aspects des causes et conditions. Donc, voilà, on va commencer avec la Révolution américaine. Les colonies britanniques, une base. Les colonies américaines ont été créées principalement au XVIIe siècle, comme des extensions de l'Empire britannique. Ces colonies ont été créées dans le but à la fois de faire des profits économiques et de servir de refuge religieux. Il faut se souvenir qu'il y avait une forme de persécution contre la minorité protestante au XVIIe siècle, du fait de la révocation de l'édit de Nantes de Louis XIV en 1685, mais également l'idée que dans différents pays, en Hollande, en Allemagne, il y avait un certain rejet, une forme de persécution dans différents pays euh, sur, euh, concernant les protestants. Donc ces colonies ont été créées dans un des buts qui est celui-ci. Le modèle économique des colonies américaines était principalement basé sur le commerce, avec l'exportation de matières premières vers la Grande-Bretagne et l'importation de produits finis en retour. Au début, le gouvernement britannique a laissé les colonies agir en grande partie comme elles le souhaitaient, en leur laissant une certaine autonomie. Cela a commencé à changer au milieu du XVIIIe siècle. Alors, il y a une cause simple, c'est la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, qui est une guerre un petit peu oubliée, qui a eu lieu entre 1754 et 1763, et une guerre sur laquelle je ferai sûrement un sujet, parce que ça aura des conséquences relativement importantes. Donc la guerre de 7 ans, étant aussi appelée la guerre de la France et de l'Inde, de la France et des Indiens, a été un moment clé qui s'est déroulé au Canada. C'est un conflit, comme vous pouvez le voir, vous voyez la carte, c'était un conflit entre la Grande-Bretagne et la France pour le contrôle de l'Amérique du Nord. Ok. Donc les Britanniques ont gagné la guerre, mais ont accumulé de lourdes dettes. Mais des deux côtés, ça a été le cas, hein. De lourdes dettes ont été accumulées, que ce soit du côté de la Grande-Bretagne, que ce soit du côté de la France. Pour récupérer les coûts et avoir plus de contrôle sur les colonies, parce que naturellement, les coûts, s'il y avait une révolution, une volonté d'indépendance, c'était surtout parce qu'il y avait un manque de contrôle. Et donc, pour récupérer les coûts de la guerre de 7 ans, il fallait taxer les gens, quoi. Donc, le gouvernement britannique a commencé à mettre en place des taxes supplémentaires et des réglementations plus strictes. Maintenant, on va parler de la route vers la révolution, imposition sans représentation. Les colons étaient effectivement habitués à se gouverner eux-mêmes, ont fortement protesté contre ces nouvelles mesures, affirmant qu'ils n'étaient pas représentés au Parlement britannique et ne devraient donc pas être soumis à des taxes. Mais le gouvernement britannique ne les considérait pas comme une partie importante de l'Empire britannique, juste comme une colonie. Donc par définition, ils seraient soumis à un certain niveau de contrôle et de taxes qui serait défini par l'Empire britannique. En 1700, il y a eu plusieurs maintenant étapes qui ont amené à instaurer des troubles et des problèmes entre les colons et, euh, et le gouvernement britannique. En 1765, la loi sur le timbre a instauré une taxe sur les documents imprimés qui a déclenché de vastes manifestations. Les... Ensuite, les lois Townshend de 1767 ont imposé des taxes sur les biens importés, entraînant davantage de troubles et de boycotts. En 1770, le massacre de Boston a été une violente confrontation entre des soldats britanniques et des colons, augmentant les tensions. Ok. Donc, on peut parler aussi de l'impact de la Boston Tea Party. Un événement très important était la Boston Tea Party qui s'est déroulé le 16 décembre 1773 pour protester contre la Tea Act qui donnait à la British
East Indian Company, le monopole de la vente de thé dans les colonies. Donc, typiquement, les gens allaient récupérer du thé en Inde et le distribuaient dans les colonies britanniques et les gens avaient un monopole qui avait été donné par l'Empire britannique. Donc, un groupe de colons déguisés en Amérindiens est monté à bord de navires britanniques dans le port de Boston et a jeté du thé dans le port de Boston. Cet acte de défiance a renforcé l'opposition des colonies et les a rapprochés de la rébellion. Le gouvernement britannique a réagi avec des lois intolérables, donc c'est des lois qu'on appelle intolérables, intolerable en anglais, et donc des mesures punitives qui ont encore plus éloigné les colons de, de la vue de faire partie d'un ensemble britannique. Ces actions comprenaient la fermeture du port de Boston, la modification du gouvernement du Massachusetts et le gouvernement et le logement des troupes britanniques dans des maisons privées. Donc, on expulsait les gens pour permettre aux soldats britanniques de s'installer. C'est hallucinant. Donc, on voulait placer en fait les soldats britanniques au sein de la population pour qu'on puisse euh, éventuellement agir beaucoup plus vite, mais exercer une forme de contrôle beaucoup plus régulier, beaucoup plus, je veux dire, quotidien. Donc, c'était assez particulier de virer les gens et de mettre des soldats britanniques dans les maisons. Ces événements associés à un sentiment croissant d'identité en tant qu'Américains, plutôt que de simples sujets britanniques. Parce que les gens se sentaient de plus en plus américains et il y avait une relation plutôt lointaine ou isolée avec l'Empire britannique. S- Tous ces éléments-là ont créé un terrain propice à, à la Révolution. Le début de la guerre d'indépendance américaine a été marqué par un affrontement notamment armé à Lexington et Concord en avril 1775. Donc c'est ça qui va accélérer maintenant le conflit armé. Jusqu'à présent, on est dans un conflit un petit peu plus larvé, avec une logique de certaines euh, réactions face aux taxes supplémentaires et aux mesures de contrôle. Là, maintenant, on passe à essentiellement à une confrontation armée. Donc maintenant, on va basculer un petit peu sur la Révolution française et on va revenir sur les bases de la société française. Ok, les origines de la Révolution française remontent pour certains historiens à plusieurs siècles. Ils estiment que sous Charlemagne, l'Empire carolingien a posé les bases d'une monarchie centralisée en France, qui était le début de quelque chose qui n'allait pas en fait. Après sa mort, après la mort de Charlemagne, l'Empire s'est morcelé, donnant naissance à un système féodal, où le pouvoir était partagé entre les nobles. Pendant des siècles, la société française a été façonnée par une structure féodale et l'influence de l'Église catholique. Donc, Charlemagne était roi des Francs de 768 à 814. Il s'est passé quasiment 1000 ans jusqu'à la Révolution française, quasiment 1000 ans. Ok. Donc, on peut voir que la noblesse et le clergé en France avaient beaucoup de privilèges, ne payaient pas la plupart des impôts et occupaient des postes importants. Le tiers-État, qui regroupait la grande majorité de la population, supportait le poids principal, on va dire 100% des impôts. Les inégalités sociales et économiques ont provoqué des tensions importantes au sein de la société française. Ok. Donc maintenant, on va avancer au XVIIIe siècle. On va accélérer parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, sans quoi la guerre de 100 ans et autres. Donc on va accélérer rapidement au XVIIIe siècle. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'une classe qui est assez particulière, qui s'appelle la bourgeoisie. Donc, qui est une force qui est en voie d'émancipation. Donc au XVIIIe siècle, une nouvelle classe sociale est apparue depuis déjà un moment, hein. C'était déjà le cas sous Louis XIV et sous Louis XIII. On voyait déjà une bourgeoisie qui commençait à émerger. Là, la bourgeoisie, c'est ce qu'on pourrait appeler en anglais the middle class, la classe moyenne. Ok. Donc la bourgeoisie qui regroupe des commerçants, des banquiers, des avocats, des intellectuels, a accumulé une grande richesse et beaucoup d'influence. Tellement d'influence qu'ils sont relativement proches de la noblesse d'épée. Et il y a des mariages, il y a pas mal de choses qui se passent et des alliances aussi économiques. Mais malgré leur puissance économique, ils n'avaient pas de représentation politique réelle. Et ce qui a commencé à causer du ressentiment. L'Église catholique, très liée à la monarchie, possédait donc un grand pouvoir et une grande richesse. Au début, l'Église est un facteur d'unité, mais son implication dans les affaires séculières et son statut privilégié
sont devenus de plus en plus source de conflits. Et c'était aussi le plus grand euh, possédant terrien en France. C'était une entité qui possédait énormément de terres en France. Et naturellement, ça avait un effet considérable, notamment sur les taxes, sur les paysans, mais également un effet sur la classe moyenne. Ok. Maintenant, l'ère des Lumières et la critique de l'Ancien Régime. Au XVIIIe siècle, il y a eu l'émergence des Lumières. On connaît tous les Lumières autour de 1750. Il y a un mouvement philosophique qui mettait en avant la raison, l'individualisme et le progrès. Des philosophes français comme Voltaire, Montesquieu, Diderot et Rousseau ont critiqué la monarchie absolue. La monarchie absolue, c'était le fameux roi Soleil avec Louis XIV qui était le représentant de Dieu sur terre. Ok. L'aristocratie et l'Église. Donc, ils critiquaient la monarchie absolue, l'aristocratie et l'Église. Leurs idées diffusées à travers l'encyclopédie, ce fameux livre de plusieurs tomes qui a remis en question les bases de l'Ancien Régime, telles que la loi naturelle, les notions de liberté défendues par la Révolution américaine, qui a eu lieu presque une décennie auparavant et qui a été soutenue hein, par la monarchie française. La monarchie française a effectivement, en représailles à la perte du Canada et de la guerre de 7 ans qu'ils ont perdue, ils ont utilisé la Révolution américaine comme une forme de revanche. Mais aussi, il y avait aussi également, pour l'encyclopédie, il y avait aussi progrès technologique, la tolérance et la fraternité. Donc la tolérance, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas pour les colonies, c'est pas pour les esclaves. Ok. Le gouvernement constitutionnel est naturellement un gouvernement constitutionnel et une séparation formelle de l'Église catholique et de l'État. Donc c'est ce qui va devenir la constitution civile du clergé un peu plus tard. Ok. Les philosophes et scientifiques de cette époque partageaient largement leurs idées en se rencontrant dans des académies scientifiques, des loges maçonniques. Et oui, la, la- les, les, les maçons étaient très influents durant la, durant la Révolution française. Des salons littéraires et des cafés. La Société des Amis des Noirs a été créée en 1788. Qui a agi jusqu'en 1791 de manière officielle, mais officieusement, il continue à agir même au-delà de 1791. Ses membres étaient des abolitionnistes qui ont utilisé beaucoup de documents pour soutenir leur cause. Leur action a contribué notamment à l'abolition de l'esclavage en 1794. C'était dû au travail qui a été fait auparavant entre 1788 et 1791. Le mouvement des Lumières a été bien accueilli par les femmes et certaines réunions et salons ont été créés et dirigés par des femmes. Donc, il y a un mouvement vraiment d'avancer de la pensée d'inclure les femmes dans la société des hommes. Ok. Crise, con- Crise économique et comportement inapproprié de la royauté. Ok. Donc Louis XIV, surnommé le roi Soleil, a régné de façon somptueuse et a mené des guerres coûteuses, notamment la guerre de succession d'Espagne. Louis XV, son successeur, a poursuivi cette tendance en aggravant les problèmes financiers de la France, la guerre de 7 ans, durant laquelle la France a été vaincue par la Grande-Bretagne et a encore appauvri le trésor public. Et il y a naturellement la fameuse révolution américaine qui a coûté fort cher à la France, puisqu'elle a soutenu de manière active la révolution américaine contre la Grande-Bretagne, en termes de revanche contre la Grande-Bretagne. Pour financer ces guerres et maintenir le train de vie luxueux de la cour, c'est vraiment le roi et son entourage, environ 4000 personnes qui vivent à Versailles, qui ripaillent, qui s'amusent et qui vivent de manière pleine. Ok. La monarchie française a imposé des impôts lourds sur les tiers-États. Cette politique fiscale insoutenable, combinée à une structure sociale rigide et à l'influence croissante des idées des Lumières, a créé une situation instable, favorable à une révolution. La France a soutenu la révolution américaine pour se venger de la Grande-Bretagne, comme je le disais, ce qui a aussi contribué à accroître les difficultés financières de la France. L'envoi de troupes et d'aides financières a détourné des ressources des besoins nationaux et a aggravé les difficultés économiques du pays. En résumé, on peut dire que la Révolution française a été le résultat de tensions sociales, économiques et politiques accumulées pendant des siècles. La hiérarchie sociale stricte, les impôts élevés pour le tiers-État, la mauvaise gestion économique du roi et les idées inspirantes des Lumières ont tous contribué aux conditions explosives qui vont mener à la chute de l'Ancien Régime. Donc les événements avant 1789. Donc on va revenir maintenant sur les... On va accentuer un petit peu la vue
quelles sont les conditions spécifiques qui ont provoqué la Révolution française? Bon, premièrement, il y a le mécontentement croissant du tiers-État. Comme indiqué auparavant, le tiers-État supportait la grande partie des impôts, tout en ayant très peu de représentation politique. Cette inégalité a alimenté un ressentiment croissant. Il y avait beaucoup de taxes, hein, mais je vais en donner quelques-unes. La taille, qui est une taxe directe touchait principalement les paysans et qui constituait une part importante du tiers-État. La gabelle, qui était un impôt sur le sel, très injuste, détesté par la population, qui était un impôt forcé, puisque même si les gens ne voulaient pas le sel, ils ne le prenaient pas, mais ils payaient la taxe. Ok. La dîme, qui est un impôt de l'Église qui pesait encore plus sur les paysans, qui représentait un dixième des récoltes. Ok. Et puis ces impôts sont ajoutés aux redevances féodales, aux obligations, aux taxes de transport ou de taxes sur le vin ou les taxes sur les différents éléments qui sont échangés entre les différentes régions en France. Bref, les paysans sont déjà qu'ils étaient pas bien, mais là ils sont au bord de la pauvreté, quoi. Ils arrivent même plus à vivre. Ok. Donc maintenant, il y a un autre élément qui est les états généraux, hein. C'est l'élément, pour moi, c'est l'élément déclencheur. C'est pour moi là où débute la Révolution française. Ok. Donc en mai 1789, le roi Louis XVI a réuni les états généraux pour faire face à la crise financière qui s'aggravait. C'était la première fois que ce groupe de représentants se réunissait depuis 1614. Ça faisait plus de 150 ans qu'ils n'avaient pas été réunis. C'était pour voter des nouvelles lois, et notamment des impôts. L'Assemblée des États généraux était formée des trois groupes, le clergé, la noblesse et le tiers-État, donc la représentation féodale qui existait depuis Charlemagne. Donc, comment voter? Le système de vote traditionnel où chaque groupe social avait une voix favorisait naturellement l'aristocratie et le clergé parce qu'ils votaient dans la même direction. Le tiers-État a demandé le vote par personne, ce qui leur donnerait la majorité. Ok, parce qu'ils avaient un plus grand nombre de députés, mais on votait par ordre. Donc si on votait par ordre, c'était 2 contre 1, ils n'allaient jamais avoir le la voix qu'ils entendaient. Par contre, s'ils votaient par tête, et donc dans ce cas-là, ça leur donnerait une majorité parce qu'ils avaient un nombre de députés plus important que les 2 ordres qui étaient à côté d'eux. Ce problème était devenu un sujet de discorde important parce qu'on ne voulait pas le vote par tête. OK. Donc maintenant, il y a j'accélère un peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, mais bon, voilà, je vais parler de la création de l'Assemblée nationale. Le 20 juin 1789, les membres du tiers-État se sont déclarés comme Assemblée nationale en raison du désaccord qui continuait sur les procédures de vote. Donc ils se considéraient qu'ils étaient représentatifs du peuple et que finalement le clergé et la noblesse représentaient 3-4 de la population, mais le reste, c'était vraiment le tiers-État. Donc eux, ils se disent, nous sommes l'Assemblée nationale, nous représentons le peuple. Et ils ne promettent de se dissoudre qu'après avoir rédigé une constitution pour la France. Ils ont invité les autres États à les rejoindre, mais peu l'ont fait. Donc il y a quelques personnages importants, Mirabeau et d'autres. Sayès, pardon, je crois que Sayès était noble, qui les a rejoints également. Cet acte audacieux de se déclarer comme Assemblée nationale a représenté un défi important à l'autorité royale et a lancé le processus révolutionnaire en réalité. Donc c'est à partir d'un acte qui semble peut-être insignifiant, c'est déjà une révolution qui est en place. Le tiers-État a refusé de coopérer, donc ils ont décidé de se séparer et de se réunir à nouveau le 23 mai. Ok. En trouvant la salle de réunion fermée le 23 mai, ils se sont réfugiés dans une salle du jeu de paume. Le paume, c'est un jeu qui est l'ancêtre du tennis, qui se jouait avec la main. Et puis, quand le grand maître des cérémonies du roi a demandé au tiers-État de se disperser, Mirabeau a fait une grande déclaration, cette fameuse déclaration où il dit dites à votre maître le roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne partirons qu'à la force des baïonnettes. Donc cette phrase extrêmement connue qui a mis un petit peu le feu et puis on conteste l'autorité royale. Donc, maintenant, on va accélérer un petit peu, c'est la prise de la Bastille. Mais avant la prise de la Bastille, faut comprendre quelque chose, c'est que quand il y a eu cette autorité l'autorité du roi a été bafouée, le roi a envoyé des troupes autour de là où se réunissait l'Assemblée nationale. On a voulu enfoncer les portes avec les fusils et autres. Puis le roi, finalement, a décidé de reculer parce qu'il se disait si je fais ça, ça va prendre une tournure grave, quoi.
Donc ils vont se calmer, les choses vont prendre une tournure normale. Il y a des rumeurs qui circulent dans Paris, des rumeurs d'une répression royale. On a entendu qu'il y avait des mercenaires qui étaient à l'extérieur de Paris, qui allaient sûrement rentrer dans Paris et attaquer Paris pour mettre à Paris à feu et à sang. Donc les gens ont commencé à se poser des questions. Donc, le 14 juillet 1789, une foule attaque la Bastille en se disant: «On va aller récupérer des armes, c'est un symbole du pouvoir royal, mais on va trouver des armes, on va trouver de la poudre». Parce qu'à l'époque, c'était des mousquets, donc il fallait mettre, de la poudre avec, une bille en fer qui allait servir de projectile, en fait. Donc, la prise de la Bastille a marqué le début de l'insurrection, a inspiré un enthousiasme révolutionnaire dans toute la France mais bon, partout dans toute la France pendant quelques jours, il va y avoir pas mal de massacres, des nobles, des membres du clergé qui vont se faire attaquer et tout ça donc, il va y avoir certaines attaques par des milices révolutionnaires, on va dire ça comme ça et donc voilà, c'est la fin de beaucoup de choses parce que ces événements ont préparé le terrain pour la transformation radicale qui allait suivre. L'Assemblée nationale a aboli le système féodal. Le système féodal est fini, donc il y a plus de structure, clergé, noblesse et tiers état. Ils ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a finalement renversé la monarchie. OK. Donc c'est plus le roi de France, c'est le roi des Français, c'est un terme qu'on lui donne. Donc bien que séparées par le contexte géographique et historique, les révolutions américaines et françaises présentent des similitudes frappantes dans leur origine en réalité. On voit, ces 2 ont été enflammés par un mélange inflammable en fait de problèmes sociaux, économiques et politiques. Donc les taxes, le contrôle qu'on veut exercer sur eux. La révolution américaine a été motivée par un sentiment croissant d'identité coloniale. Donc, on se sent plus américain que citoyen britannique et une opposition à la taxation britannique sans représentation politique. La même chose se passe pour la Révolution française où on voit que on demande des taxes, mais il n'y a pas de représentation politique et on demande d'avoir une véritable représentation politique qui s'exerce durant les, les l'assemblée générale entre les 3 ordres. Les tensions économiques, surtout celles causées par les politiques mercantilistes, ont alimenté aussi l'ardeur révolutionnaire. Faut pas se leurrer aussi, hein. Donc, la Révolution française, de même que la Révolution française a été causée par des inégalités sociales profondes, accentuées par un système fiscal oppressif et une structure hiérarchique rigide. Voilà, puis la philosophie des Lumières, remettant en question le droit divin, des rois, et défendant les droits individuels, tout ça a joué un rôle. Et faut pas oublier que l'esprit des Lumières, c'est c'est plus ancien, c'est au moins 50 ans avant, l'esprit des Lumières, c'est vraiment 50 ans avant la Révolution française. Donc, la Révolution française est liée à l'esprit des Lumières, mais les Lumières sont soit des vieilles personnes, soit ne sont plus là. Voltaire est toujours là, je crois, mais sinon, certains ne sont plus là. Mais la Révolution française, même la Révolution américaine a été aussi influencée par ces courants intellectuels. Il faut comprendre que les idées des philosophes des Lumières étaient largement diffusées, débattues dans les colonies américaines, colonies françaises aussi, hein, à d'autres endroits. Et il y avait aussi, même s'il n'y avait pas de personnalité aussi importante que Voltaire et Rousseau, il y avait quand même des personnalités importantes pour la Révolution américaine. Je vais donner quelques exemples. John Locke, qui a développé l'idée des droits naturels tels que la vie, la liberté et la propriété qui ont été essentiels pour la rédaction de la Déclaration d'indépendance. Les idées de Locke sur le contrat social et le droit à la Révolution ont justifié les actions des colons. Donc c'est une approche qui ressemble beaucoup à celle de Voltaire et un petit peu à celle de Rousseau sur le contrat social, mais également sur le droit à la révolution et sur le droit à la parole, donc et sur le droit de pouvoir s'exclamer, de pouvoir parler de manière libre, qui est essentiellement associé à Voltaire. On retrouve Montesquieu qui a influencé la structure du gouvernement américain avec sa théorie de la séparation des pouvoirs qui était pris en compte dans la Constitution, en particulier en ce qui concerne la liberté, la propriété, le commerce et un rôle limité du gouvernement. Adam Smith, bien qu'il ne soit pas strictement un philosophe des Lumières, a eu des idées économiques sur les marchés libres et l'intervention limitée du gouvernement. C'est aussi similaire à Montesquieu.
et qui ont été appréciés par de nombreux colons qui prônaient l'indépendance économique vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Bon, je n'ai pas nommé Tocqueville, mais Tocqueville est une personnalité importante qui viendra plus tard, qui va analyser la Révolution américaine et la Révolution française. Ces penseurs, parmi d'autres, ont posé des bases intellectuelles, des arguments des colons contre la domination britannique et ont contribué à façonner les idéaux de la nouvelle nation. Ok. Donc, en conclusion, on peut dire que les révolutions américaines et françaises ont été fortement influencées par la pensée des Lumières. Ils ont un point commun sur la taxation et sur la représentation politique. Il y a des bases intellectuelles communes, donc, grâce aux Lumières, qui ont alimenté l'enthousiasme révolutionnaire dans les deux pays et ont posé les fondations des principes démocratiques qui définiraient le monde d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le monde tel qu'on voit comme la démocratie n'est pas une démocratie comme elle était pensée dans l'Antiquité, Grèce ou à Rome. C'est beaucoup plus basé sur un idéal qui a été pensé lors des révolutions françaises et américaines. Donc le point important, c'est que, hem, des 2 points de vue, on peut dire que les 2 révolutions se rejoignent avec l'influence des Lumières, qui va vers une idée de défendre les idées de souveraineté populaire, de gouvernement limité, de liberté individuelle. On voit dans l'idée de faire une constitution monarchique en France. La Révolution américaine visait aussi à se rebeller contre le pouvoir impérial, tandis que la Révolution française était une révolte plus radicale qui cherchait à renverser un ordre social et politique. Ok, donc il y a une certaine différence de par l'origine des, des deux, des deux nations. Ok. Les deux révolutions ont préparé le terrain pour le monde moderne, comme je le disais auparavant, notamment en inspirant d'autres luttes pour l'indépendance et la démocratie comme base de réflexion. Ok. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la partie 1. On ira sur la partie 2 sur les flammes révolutionnaires. Donc ça va être super intéressant ça par contre. Ok. Là c'était très intéressant, mais ce sera plus intéressant dans la partie 2. Merci à vous et on se revoit dans la partie 2.